En philosophie comme partout, il y a des modes. Dans les années 60, la star de la Sorbonne, c'était Lacan. Tout le monde voulait être au séminaire de Jacques Lacan. Luc Ferry, le philosophe, y a participé, et voilà ce qu'il en dit. Je n'ai jamais vu, c'est pas une blague, jamais vu, jamais un tel taux de servilité à l'égard du maître, qui parlait dans un silence de cathédrale. Mais alors, mon Dieu, le pape à côté, c'est un débutant, Louis XIV, c'est aussi un débutant en termes de pouvoir, en termes de paroles sacralisées. Lacan s'exprimait, mais alors c'était comme dans un film de Marguerite Duras, il y avait un mot tous les quarts d'heure. Alors, qu'est-ce que racontait Lacan qui fascinait à ce point ses élèves ? Eh bien, ce genre de choses. C'est ainsi que l'organe érectile vient à symboliser la place de la jouissance, non pas en tant que lui-même, ni même en tant qu'image, mais en tant que partie manquante à l'image désirée. C'est pourquoi il est égalable à la racine de -1 de la signification plus haute produite de la jouissance qu'il restitue par le coefficient de son énoncé à la fonction de manque de signifiant -1. Bref, pénis est égal à racine de -1. Si vous trouvez ce genre d'idée un peu absurde, ouvrez certains séminaires de Lacan, vous ne trouverez que ça. Des idées pour le moins contre-intuitives. Le rapport sexuel, il y en a pas, mais cela ne va pas de soi. Il y en a pas, sauf incestueux. Ou alors vous trouverez des jeux de mots, qui sont vraiment la passion lacanienne par excellence. L'interprétation doit être preste pour satisfaire à l'entreprès, de ce qui perdure de perte pure à ceux qui ne parient que du père au pire. Voilà donc les paroles que buvaient les étudiants, persuadés d'avoir affaire au génie de l'époque. Bien sûr, Lacan a des intuitions stimulantes, mais il avait aussi un statut de gourou, qui l'amenait à gagner 4 millions par année en facturant des séances de quelques secondes, ou à maltraiter psychologiquement voire physiquement certains de ses patients. Ce statut de gourou et d'escroc parfois revendiqué est lié à son langage obscur. Car le langage obscur est un moyen de pouvoir. Si je vous expliquais simplement un taux répertorié sur la base des indices compensés, qui est le plus adapté aux fluctuations indexatoires fixées à 0,38% de l'once, sur des cours d'ouverture obligataires, c'est simple. Ne soyez jamais impressionné par les phrases obscures, surtout si elles viennent de philosophes. Exigez de la clarté. Voici le conseil de quelqu'un qui a failli. Je dois être honnête, je suis tombé dans le même travers. Quand j'étais étudiant à la Sorbonne, mes camarades et moi, on se moquait un petit peu de cette génération Lacan. Mais avec le recul, je dois avouer une chose, je suis tombé dans le même panneau. Quand j'étais étudiant, le philosophe à la mode dans mon milieu, dans ma faculté, c'était Martin Heidegger. Tout le monde lisait Heidegger, c'est pas du délire lacanien, c'est le plus grand philosophe du XXe siècle, disait-on. D'ailleurs, si je prends au hasard un passage des Beiträge zur Philosophie, le plus grand ouvrage de Heidegger avec Être et Temps, il n'y a aucun doute que je tomberai sur des phrases extrêmement claires et pertinentes. Avenance, c'est l'avenance menant à soi, le fait que dans l'urgent besoin à partir duquel les dieux sont en besoin de l'être, ce dernier, pour sa fondamentation au sein de sa vérité à lui, suscite la nécessité d'être le là, et ainsi fait se déployer l'entre-deux en avenance, l'avenance menant à soi, être le là à travers les dieux, et la dédication des dieux à eux-mêmes. C'est peut-être pas le bon exemple, prenons un autre passage. Quant au refus hésitant à se prononcer lui-même, ce jointoiement originalement unifiant du se refuser et d'hésiter, il l'a en le tenant du signe adressé. Ce signe c'est pour ce qui se met à couvert en tant que tel s'ouvrir soi-même, s'ouvrir à l'avenance qui amène à soi, et à ce titre s'ouvrir en tant qu'appel appelant à appartenir à l'avenance même, c'est-à-dire à la fondamentation d'être le là comme domaine, où tout va se décider concernant l'estre. Oui, jusque-là, tout est clair. J'ai passé 1 an et demi à ne lire que du Heidegger du matin au soir et à essayer de donner du sens à tout ça. Peut-être un peu comme les étudiants de Lacan. Honnêtement, j'ai dû me coltiner au moins une bonne 30aine d'ouvrages de Heidegger en VO. Ça a débouché sur la rédaction d'un gros travail de master, très gros et très lourd. Et c'est édité chez Plomb. J'ai même publié des trucs, mais la vérité c'est que 7 ans après, il ne m'en reste strictement rien. Le retour à la réalité, c'est quand j'ai commencé à enseigner. J'ai enseigné avec plaisir Aristote, Descartes, Leibniz, Kant, même des trucs compliqués de la première critique, mais Heidegger, j'en suis rigoureusement incapable. Parce que des étudiants de 18 ans, contrairement à un public universitaire, n'adhèrent pas à quelque chose simplement parce que c'est Heidegger qui l'a dit. Des étudiants de 18 ans, ils demandent des justifications, des preuves, des exemples, des arguments. Or, cherchez bien, dans tout Heidegger, vous ne trouverez pas la trace d'un seul argument. C'est une suite de déclarations intimidantes, mystérieuses, avec un vocabulaire quand même assez flou, des concepts flottants, qui, je vous le garantis, sont rarement utilisés 2 fois de la même manière d'une œuvre à l'autre. Bref, Heidegger c'est fascinant, mais ça ne convainc pas des gens ayant le souci basique de la cohérence, du concret et de la vérité. Et je vais aller plus loin. Je pense, pour en avoir fait partie, que les disciples de Heidegger ont quelque chose de franchement sectaire. Premièrement, vous acceptez l'autorité de quelqu'un qui sait tout.
qui accomplit l'histoire de l'être, le destin de la philosophie. Heidegger est complètement mégalomane, c'est l'élu, et tout ce qui est venu avant Heidegger, selon lui, n'est qu'une préparation imparfaite à sa philosophie. Deuxièmement, vous acceptez de ne pas pouvoir communiquer sur vos pensées, parce que ce que vous pensez avec Heidegger est beaucoup trop élevé pour la conscience commune. Enfin, petit à petit, si vous êtes dans la secte, vous rationalisez même les pires écarts du maître. En l'occurrence, le fait un petit peu embarrassant que Heidegger ait été ouvertement nazi. Une fois que vous avez accepté que votre maître à penser est nazi, eh bien vous êtes prêt pour accepter toutes sortes d'idées un peu absurdes. Aujourd'hui, j'en suis un peu revenu et je regrette même d'avoir perdu mon temps à essayer de donner du sens à ce qui en est probablement dépourvu. Je plaide totalement coupable sur la remarque très pertinente de Sébastien Dieguez. Si quelqu'un dit n'importe quoi, notre premier réflexe est de tenter de trouver un sens à son discours, d'inférer en quoi il est pertinent dans la situation donnée et au besoin d'y fournir une interprétation qui satisfasse à ce besoin. Bien souvent, les bullshittés font ainsi une grande partie du travail des bullshitters. Bien, mais est-ce que critiquer le langage philosophique, le langage obscur de certains philosophes, c'est pas un peu populiste, facile et démagogique ? Après tout, dans toutes les sciences, on a un langage technique qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est ce qui se passe en droit, en biologie ou en maths. Ça devrait être pareil en philosophie. Ma réponse à cette objection, c'est qu'il faut distinguer le bon et le mauvais jargon. Le bon jargon a un critère extrêmement simple à définir. Un bon jargon raccourcit le discours, alors qu'un mauvais jargon ne le peut pas. Si je dis que pour qu'une famille d'applications linéaires continues de E dans F soit uniformément bornée sur la boule unité de E, il suffit qu'elle soit simplement bornée sur une partie non maigre de E, j'utilise un langage incompréhensible pour le commun des mortels. Mais je n'utilise pas un langage obscur. Pourquoi ? Parce qu'ici, chaque terme peut être défini en des termes plus simples. Je peux définir l'application linéaire, je peux définir la boule unité ou la partie non maigre d'un ensemble, et ces définitions, à leur tour, peuvent être explicitées en des termes plus simples. Bon, bien sûr, la phrase ferait du coup plusieurs pages, ce serait pas pratique, mais c'est, en principe, toujours faisable dans les bons jargons, alors que c'est impossible dans les mauvais jargons, soit parce que les termes sont mal définis, soit parce que le mauvais jargon allonge le discours plutôt que de le raccourcir. Quand l'éducation nationale parle d'activité duel médiée par un volant pour parler de badminton, ou de manier l'outil scripteur pour dire simplement écrire, ou dire se déplacer dans un milieu aquatique profond standardisé plutôt que de dire tout simplement nager dans une piscine, on a un jargon qui allonge le discours plutôt que de le raccourcir. Pour finir, j'aimerais vous faire part d'un doute. J'aime la clarté, j'aspire à cet idéal et je critique les philosophies qui, à mon avis, en manquent. Mais cette tendance dit peut-être quelque chose de moi. Peut-être que je suis dans un désir excessif de maîtrise. Peut-être que je suis bouché à certains domaines de la philosophie, le transcendant, l'indicible, ce qui nous dépasse. Se contenter d'énoncer clairement ce qu'on entend clairement, comme dit Montaigne, c'est peut-être être fermé au mystère, à la poésie, à une partie importante de nos existences. Probablement. En tout cas, je pourrais rien répondre à celui qui me le reprocherait. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis devenu, avec le temps, un peu allergique aux profonditudes, aux pensées pseudo-profondes de certaines philosophies, et que je trouve dans la nature, dans le concret, dans le démontrable, assez de sujets d'émerveillement pour ne pas avoir envie d'aller voir ailleurs, du côté de l'indicible et du mystère. Que toute la jubilation du Magnificat annonciateur de nos tentations est à l'Immaculée Miséricorde, ce que l'allégresse du Saint-Sépulcre est au jugement de nos béatitudes.